Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Alexandra Sliosberg, aka Belette Petite sur Instagram. Bonjour Alexandra. Bonjour Hortense. Mais nous ne sommes pas seuls puisque nous enregistrons cet épisode en public. Bonjour le public. Nous enregistrons à la librairie Erol, boulevard Saint-Germain à Paris, car Alexandra vient de sortir un livre « Rénover et valoriser l'ancien ». Depuis 15 ans, sa vie tourne autour de la rénovation de sa maison et la rénovation de meubles anciens. Transformer, offrir une seconde vie, c'est une vraie passion pour Alexandra, qui en a fait son métier et qui a donc acquis un savoir-faire considérable dans ce domaine. Poncer, décaper, nettoyer, peindre. On ne s'en rend pas forcément compte quand on va chez des amis, par exemple, qui ont rénové une maison ou retapé un meuble, mais c'est beaucoup de travail, ouais. Alexandra. Alors, comment s'y prendre? Quels conseils, quelles astuces, quels exemples aussi? C'est de tout cela dont on va parler. Alexandra, avant tout, comment on présente ton métier? Alors, moi, quand je parle de mon métier, je dis que je suis artisane broc, ou artisane qui valorise l'ancien, ou encore instabroc, parce que mon travail donc, de rénovation, je l'ai fait essentiellement à travers Instagram, puisque je travaille dans mon atelier seule. Et je n'ai pas de vitrine autre que Instagram, les réseaux sociaux et mon site internet. Donc c'est un métier que je me suis créé de toutes pièces il y a plus de 15 ans. Au moment où les réseaux sociaux n'existaient même pas. Et donc, je chine et je rénove des meubles. Ça, oui, parce qu'au début, on te connaissait, moi, je te connaissais pour donner une seconde vie aux meubles. Tu es connue pour ça. Oui. Mais là, avec ce livre, si on commence par le livre, tu veux aller plus loin, c'est vraiment rénover et valoriser l'ancien dans toute la maison. Dans toute la maison, oui. Parce que, alors déjà, moi, je fais ça depuis toujours. Hein. On a acheté une maison il y a 17 ans qu'on a entièrement rénovée avec mon mari. Je suis issue d'une famille de créatifs, de bricoleurs. Mes parents ont toujours rénové, fait de leurs mains. Donc, c'était quelque chose ça fait partie de mon ADN. Et comme j'ai créé donc, ce métier, parce que j'avais besoin d'avoir un métier à la fois créatif, mais qui soit dans la décoration d'intérieur. Et à l'époque, donc il y a 17 ans, la brocante évidemment, la brocante existait, mais elle n'était pas intégrée dans la décoration comme on le connaît maintenant. Et je trouvais que c'était intéressant de chiner, de rénover, de donner une deuxième vie aux meubles et de les intégrer dans ma maison pour pouvoir inspirer les gens qui me suivraient ou mes clients. Et donc, ma maison fait partie de mon travail, en fait. Et quand on a décidé de faire ce livre avec Erol, c'était important pour moi de montrer à quel point la rénovation et la valorisation de l'ancien, c'est global, en fait. C'est pas juste un meuble, on va chiner un meuble et on le met. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Donc, c'était important pour moi de montrer tout le spectre et montrer que ce soit un peu comme un guide pour donner les clés à ceux qui ont envie
d'acheter ou de rénover leur maison. Et souvent, quand on achète dans l'ancien, on se dit on va rénover, on va garder toutes les choses qui existent. Très souvent, on est confronté à des artisans qui vont vous dire ah, mais non, mais ça c'est trop compliqué, et puis ça c'est pas standard, et puis il faut pas faire ça, alors ça on va l'enlever, et puis ça on va plaquer du placo, et puis ça va être beaucoup plus simple, et ça sera moins cher. Et donc très vite, on se met en mode panique, on se dit bon bah ok, bon bah il faut qu'on prenne des décisions, bon bah okay. Et après on regrette, on dit oh, c'est trop dommage, on a enlevé les vieilles tomates, on n'a pas rénové ci, et voilà. Donc j'avais envie dans ce livre d'expliquer un peu tout le panel avec mon expérience, hein, ça peut être critiquable évidemment par beaucoup de gens, mais c'est mon expérience et ma sensibilité. J'avais envie de montrer, de donner un petit peu. Tu veux nous prouver que c'est possible? Ah oui, c'est carrément possible. Alors c'est une question, c'est possible, mais quand on n'est pas forcément, qu'est-ce qu'on dit c'est pas bricoleur, c'est quoi? Si, enfin, alors il faut avoir une âme décoratrice. Enfin, je pense qu'il faut avoir un peu une sensibilité déco. Et puis, oui, bricoleur. Après, dans ce livre, moi, je donne des astuces, j'explique comment faire. Mais l'idée, c'est que aussi, parfois, c'est pas tant de savoir-faire ou de faire soi-même, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bricoleurs ou qui n'aiment pas ça. Mais je trouve que de savoir comment faire, c'est plus intéressant. Enfin, c'est intéressant pour pouvoir accompagner les artisans, pour pouvoir vraiment expliquer et dire, en fait, non, moi, j'ai pas envie que mon mur il soit plaqué avec du placo. J'ai envie qu'il y ait un enduit qui soit peut-être plus texturé, qui va garder l'âme de la maison. La cheminée, on va pas la remplacer, on va la nettoyer, on va l'embellir. Et si on sait pas comment faire, on va rapidement se dire c'est pas possible, tant pis, ou un parquet qui doit être remplacé, ou une partie de parquet ancien qui doit être remplacée. Voilà, j'explique dans le livre comment on peut arriver à trouver, à le sourcer ou aller pour pouvoir du coup soit le faire soi-même, soit Mais c'est une question on va revenir sur certains exemples, c'est plutôt une question de technique ou une question de produit pour réussir? Les deux. Les deux. Évidemment, il faut avoir certains outils, et ça quand on se lance dans la rénovation, que ce soit dans la maison ou dans les meubles, c'est très important de bien s'équiper. Alors, il ne faut pas avoir énormément d'outils, mais il faut en avoir certains de très bonne qualité pour faire du bon travail. Et puis après, les produits, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est toujours pareil, si on se lance pour rénover un seul meuble et qu'il faut acheter toute la panoplie, oui, ça fait très cher. Mais quand on se lance dans la rénovation d'une maison, on va acheter une bonne ponceuse, un décapeur thermique, on va avoir certains outils que du coup on va pouvoir utiliser un peu partout. Et puis surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment nettoyer, venir embellir avec certains produits, souvent un peu des produits naturels. On peut enlever des traces de rouille, des traces de certaines taches qui sont là depuis très, très longtemps. Et on a tellement été dans une société de ultra-consommation où on arrive et puis on dit, allez, on enlève tout ça, on va tout assainir. Et puis, finalement, une fois que tout ça, c'est parti, ça ne réexiste plus après, et ça n'a pas la beauté des pièces d'avant, quoi. Oui. Donc, dans le livre, tu nous mentionnes quand même des produits, des techniques. Oui, absolument, et tu nous donnes aussi des bonnes adresses, tes bonnes adresses. Comment on trouve un artisan si on a envie de se faire accompagner? Alors, dans mon livre, j'ai mis beaucoup d'adresses de lieux pour sourcer des matériaux anciens, donc un peu dans toutes les régions de France. Alors, je n'ai pas pu faire un carnet d'adresses d'artisans. J'aurais adoré ça. Ce sera le prochain livre. C'est un petit peu plus compliqué à trouver ces adresses-là. Bon, le bon artisan qui va travailler les pièces anciennes, souvent, on entend parler de bouche à oreille. Mais je trouve que c'est essentiellement... Enfin, je pense que beaucoup d'artisans peuvent valoriser l'ancien. Mais je pense qu'il faut
faut les accompagner, il faut leur expliquer. Et le livre est aussi là pour ça, pour qu'on puisse travailler en binôme avec son artisan et vraiment lui expliquer pourquoi c'est important de ne pas jeter tous les vieilles portes, pourquoi c'est important de venir nettoyer les tomates plutôt que de les remplacer. Je pense que le bon artisan, c'est l'artisan avec lequel on va pouvoir établir une bonne relation de confiance, de communication et de respect. Ouais. Pour toi, la rénovation, c'est un peu un acte politique, entre guillemets. C'est aussi un engagement quand même. Alors, ça ne l'était pas quand j'ai commencé, pour être très honnête. J'ai commencé il y a plusieurs années. Et à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui avait du sens pour moi. Mais ce n'était pas du tout quelque chose qui était ni à la mode, ni quelque chose dont on parlait vraiment. Mais au fil du temps, oui, ça a pris tout son sens. Et plus on avance dans cette époque de surconsommation, de changement aussi, il y a tout le temps des nouvelles tendances, des nouvelles modes, des nouvelles... Et moi, à chaque fois, je me dis, mais en fait, je trouve que la base, si elle reste intemporelle, harmonieuse, chaleureuse, après, on peut venir rajouter... tout ce qu'on veut en décoration, en tendance et faire évoluer ça. Mais si la coquille, elle est intemporelle et une base de qualitative, je pense qu'on peut tout y mettre, quoi. Donc, c'est devenu vraiment maintenant, c'est devenu mon combat. J'ai très, très envie de continuer à valoriser l'ancien et que ce soit les meubles, que ce soit peut-être autre chose à l'avenir. J'ai créé un podcast aussi pour donner la parole aux personnes qui valorisent l'ancien, qui ont cette envie de propager cette parole. Donc oui, et d'où ça te vient, toi, personnellement, profondément, qu'est-ce qui te plaît tant dans l'idée d'offrir une seconde vie à un meuble ou à une pièce C'est une bonne question. En fait, je vois de la beauté dans les choses qui ont de l'imperfection, qui ont quelque chose qui n'est pas complètement lisse, qui ont une histoire. Ça m'a toujours touchée et j'aime transformer. En fait, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est la transformation. Et j'adore trouver un vieux truc tout pourri qui est voué à partir à la benne et de me dire, ah ben non, mais ça, je vais le transformer et ça va devenir un objet désirable, quelque chose que les gens vont être prêts à acheter et être contents d'avoir chez eux, quoi. Donc oui, c'est cette idée de transformation mais en gardant l'essence de l'objet et pas avoir à toujours refaire, réutiliser de la matière. Oui. Sur les matériaux, dans le livre, il y a tout un chapitre sur le bois, évidemment, mais aussi sur la pierre. Ouais. Alors, moi, je suis un peu débutante dans ce domaine, enfin, pas débutante, mais dans la rénovation, je ne suis pas une experte. On peut rénover la pierre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en fait, j'avais envie d'adresser un petit peu tous les aspects de l'habitat, et les murs sont en général faits en pierre. Et donc, il y a tout un chapitre sur comment on va adresser des murs en pierre. Donc, est-ce qu'on va les jointer ? Est-ce qu'on va mettre de la chaux dessus ? Est-ce qu'on va les recouvrir d'enduit ? Voilà, donc le chapitre parle de ça en particulier. Donc oui, on peut rénover de la pierre parce qu'un mur en pierre tout poussiéreux, tout craquelé, oui, on va pouvoir le jointer. Et tu nous parles d'enduit, de revêtement. Et tu as un petit avis sur le béton ciré. Oui. J'aimerais bien que tu nous le partages. Alors, le béton ciré, comme beaucoup, je suis très attirée par ce matériau qui est extrêmement esthétique dans la décoration. Le fait qu'il n'y ait pas de joint, que ça soit très minéral, c'est très beau. Donc, moi, j'ai eu envie, en écrivant ce livre, j'ai eu envie de vraiment me renseigner. Donc, j'ai fait une formation sur le béton ciré. J'ai interviewé Caroline du compte Joli Môme, qui est quand même spécialiste dans le béton ciré. Et donc, il faut savoir que le béton ciré, à la base, c'était donc du béton. C'est transformé, mais ça a le côté assez brut, assez un peu naturel. Mais de nos jours, ce n'est plus du tout naturel puisque
les revendeurs, les revendeurs de béton ciré mettent des produits assez toxiques dedans. Il y a des résines, il y a de l'époxy. Donc, ce n'est plus du tout naturel. Donc la base était plutôt naturelle et ça a évolué pour les besoins des consommateurs qui ne veulent pas des produits qui vont craqueler, etc. Donc je ne peux pas être pour à 100% pour du béton ciré puisque c'est pas naturel, mais en même temps, voilà, c'est très joli. Donc je pense que dans la maison, je suis plutôt pour des petites touches, donc dans une salle de bain, dans une cuisine, parce que c'est nécessaire et ça bouge pas, mais les sols full béton ciré, je trouve ça un peu dangereux écologiquement. Et d'ailleurs, il y a d'autres techniques dont on va sûrement entendre parler plus. Il y a des techniques beaucoup plus naturelles pour faire des sols avec du plâtre et de la cire, avec de l'argile. Donc il y a toutes sortes il va y avoir des nouveaux produits. Il va y avoir des innovations dans la rénovation ? Oui, je pense. Parce qu'il y a ce besoin vraiment de plus en plus d'aller vers des produits naturels. Parce qu'il faut savoir que quand on met des peintures, des résines dans notre habitat, c'est toxique, quoi. Donc oui, on a plus intérêt à aller vers des techniques plus naturelles. Sur les meubles que tu as l'habitude de chiner, comment tu réussis et comment tu sais que tu vas réussir à offrir une seconde vie à un meuble ? Est-ce qu'il y a des ratés ? Tu vois, comment tu repères les bonnes affaires ? Enfin, les bonnes affaires. Alors, comme je travaille toujours le meuble, il y a toujours un travail, même les meubles qui paraissent extrêmement bruts, je les travaille toujours. En fait, c'est ça qui m'attire quand je chine, c'est de savoir ce que je vais pouvoir... je chine très, très rarement un meuble que je présente comme ça. Donc, en fait, en général, je regarde le bois. Donc, j'essaye de voir, même s'il y a du vernis ou de la peinture, j'arrive à reconnaître les essences de bois et de voir si en dessous, il y a un bois de qualité. Et surtout, je me fie à la forme du meuble. Donc, si la forme m'attire, si je trouve qu'il y a une jolie forme, souvent, je conseille à des personnes qui me demandent, je dis, prenez une photo en noir et blanc et si vous voyez que la silhouette est intéressante, à ce moment-là, il y a un potentiel. Et puis, de toute façon, quand on enlève les vernis miel très, très foncés, qu'on enlève la peinture, enfin, souvent, le meuble ne ressemble absolument pas à ce qu'il était avant, quoi. Et ça, je trouve ça toujours très excitant. Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai l'expérience et donc j'arrive à visualiser. Mais voilà. Donc, alors, c'est très important que le bois soit joli en dessous. Donc, si je vois que c'est un plaquage, ça, je ne prends pas par contre. Qu'on comprenne bien, toi, tu rénoves des meubles que tu vas revendre. Tu ne rénoves pas les meubles des autres. Non, je ne le fais pas parce que j'ai pas le temps déjà. Et puis, je trouve très important pour m'investir et pour vraiment transformer un meuble, j'ai besoin de le sentir. Donc, j'ai besoin d'avoir une attirance pour le meuble, même tout moche, mais j'ai besoin de le sentir. Et souvent, quand on vient me proposer un meuble, c'est pas un meuble que j'aurais chiné moi-même, qui m'aurait attiré. Donc, je trouve ça plus difficile. Et souvent, quand je le faisais tout au début, je trouvais que le résultat me convenait pas vraiment. Donc, non, je le fais pas. Ouais. Et alors, quels sont les soins essentiels à donner à un meuble qu'on a chiné pour lui offrir une seconde vie ? Alors, un meuble, quand je chine un meuble, je le traite toujours invariablement contre les vrillettes, parce que les vrillettes, c'est des petits insectes qui se logent dans le bois qui a été un peu laissé à l'humidité. Donc, souvent, les meubles chinés, ils ont été dans des greniers, des caves, des hangars. Donc, je traite toujours avec des produits non toxiques. Et ensuite, en général, je ponce toujours le meuble pour l'assainir, donc enlever les vernis, enlever les peintures, intérieur, extérieur, en dessous. Donc, je l'assainis vraiment. Et puis, une fois qu'il est bien nettoyé à nu, ensuite, je décide ce que je vais faire dessus. Donc, parfois, le bois n'est pas très joli, donc je suis obligée de peindre ou je peins une partie. Par exemple, le piétement d'une table, si le piétement est très foncé par rapport au plateau, je peux peindre le piétement. Ça dépend un petit peu du meuble et en fonction de
je décide. Alors, je vernis pas beaucoup les meubles. Souvent, on me demande comment je protège mes meubles. Moi, je suis vraiment partisane de laisser vivre le bois. Et donc, quand on a mis un meuble à nu, j'aime bien le laisser se patiner avec le temps. Donc, parfois, je vernis le plateau pour pas qu'il s'abîme avec un verre ou quoi. Les plateaux de table, je les vernis. Mais je traite pas trop l'extérieur en général. Et si on veut faire tout ça, quels sont les outils indispensables? Alors, l'outil indispensable pour la rénovation de meubles, c'est la ponceuse circulaire qui enlève tous les vernis, enfin qui ponce. Quelle différence pour ceux qui ne connaissent pas avec la ponceuse normale? Alors, qu'est-ce que tu appelles ponceuse normale? Non, ponceuse tout court. Quand on dit ponceuse, c'est une ponceuse circulaire? Alors, il y a des ponceuses vibrantes qui sont rectangulaires et qui vibrent et qui sont assez nulles. Donc, il ne faut surtout pas acheter ça. Donc, si vous achetez une ponceuse, il faut acheter une ponceuse circulaire qui tourne et qui est très efficace. Et puis ensuite, donc ça, c'est pour le ponçage. Et le décapage se fait au décapage thermique. Et donc, le décapage, c'est souvent quand il y a des peintures assez épaisses, des vernis, par exemple, sur un escalier, quand on veut rénover un escalier, qu'il y a un vernis très épais. En général, on va utiliser un décapeur thermique, qui est un outil qui chauffe et qui vient faire buller le vernis. Et donc, ensuite, on le gratte et ça s'enlève et après, on ponce. Donc, ça, c'est vraiment les deux outils un peu chers à avoir. Et puis, avec ça, on peut rénover. Après, avec certains produits pour détacher, pour traiter, pour vernir en plus. Donc, il ne faut pas tant d'outils que ça. Alors, il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment Et ce seraient les mêmes, par exemple, si tu dois entretenir ton parquet, par exemple, pour rénover ton parquet, absolument. Ça peut être les mêmes outils, Absolument. puisque c'est du bois, en fait? Exactement, oui, tout à fait. Alors, quand on rénove un parquet, en général, comme c'est des très grosses surfaces et que il faut être à quatre pattes, à ce moment-là, moi, je conseille toujours de louer une ponceuse spéciale dans les magasins d'outillage pour pouvoir poncer le sol et que ça soit moins dur sur le dos. Mais c'est tout à fait possible de le faire avec une ponceuse. Et combien de temps tu peux passer sur un meuble? Tu vois, alors, un meuble, je vais passer, ça dépend vraiment du meuble, mais je travaille toujours au moins 3 meubles en parallèle, parce qu'il y a des différents temps de séchage de produits. Donc, je peux facilement passer entre une demi-journée, voire 4 jours sur un meuble, ça dépend. Il n'y a pas de règle, hein. Ça dépend de ce qu'il a fallu que je fasse dessus. Et alors, comment, sur cette idée de valoriser l'ancien, comment on intègre des matériaux, des meubles anciens, si on veut quand même une déco contemporaine, tu vois? Oui, alors, ce que je disais au début, c'est que je trouve que avoir une coquille, donc toute la maison, où justement on a soigné les éléments les plus anciens ou existants et où on crée une coquille qui soit intemporelle. À ce moment-là, ça fait sens. On peut venir intégrer des meubles de brocante, comme on va pouvoir venir intégrer des choses un petit peu plus modernes, on va pouvoir intégrer de la couleur. Mais tout ça s'harmonise très, très bien. Et d'où, je trouve, l'importance de valoriser toutes les choses existantes. Est-ce que tu saurais nous dire, toi, ce que veulent, cherchent, aiment les gens aujourd'hui, justement? C'est ce style un peu... Alors, dans la brocante aussi, il y a des modes, hein. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans, ou même plus avant, c'était vraiment des meubles peints. On peignait énormément les meubles qui étaient chinés. Petit à petit, après, on a été dans tout ce qui était industriel, le noir très brut, le métal. Ensuite, il y a eu plus le vintage scandinave. Après, les meubles très, très bruts. Et là, maintenant, on est vraiment dans une tendance beaucoup plus 70s, des meubles plus vernis. Alors, moi, je ne m'y retrouve pas complètement
dans cette tendance-là, mais c'est des tendances qui évoluent, quoi. Oui, mais toi, dans ton domaine, les gens cherchent quoi? Moi, on me demande tout le temps des tables de ferme, des meubles de métier, des meubles assez fonctionnels, je trouve. Donc des étagères, mais souvent on vient chez moi pour avoir une pièce qui va un peu créer la déco de la pièce, en fait. Donc une pièce un peu forte. Donc les meubles de métier, les tables, c'est ce qu'on me demande. Oui, le alors plus. comment on explique cet engouement pour la table de Pour ferme, la table de ferme, tout le monde veut une table de ferme. Ouais, c'est vrai. Et il y en a plus. Est-ce que tu peux nous dire comment on définit une table de ferme? Une table de ferme, c'était les tables qui étaient donc dans les fermes, qui étaient souvent beaucoup plus basses que les tables les standards qu'on a maintenant. Et c'était la table sur laquelle on venait découper le cochon, prendre le café. Enfin, c'était vraiment la table à tout va. Donc les plateaux sont souvent très travaillés, très très abîmés. Puisqu'on ne faisait absolument pas attention. Ils n'étaient pas vernis, c'était très, très brut. Et donc, je pense que c'est ça qui attire beaucoup les gens, c'est que quand on a une table de ferme, donc qui garde cet aspect quand même assez brut, même si je travaille beaucoup les plateaux pour enlever le plus possible les taches, que je les revernis, mais ça apporte ce côté très authentique et très convivial, en fait, quand on a une grande table de ferme où c'est pas grave si on renverse un verre. Il y a ce côté pas précieux qui attire beaucoup et qui oui, le côté abîmé, ça plaît. Oui, complètement. Ouais. Parce que parfois, même tu cherches à créer cet effet patiné, vieilli. Est-ce que ça, c'est encore un peu la mode aussi? Non, c'est pas la mode. Moi, je connais cette technique et je l'utilise parfois sur certains meubles parce que il y a une jolie patine et par exemple, il manque sur un tiroir et il manque un morceau. Donc, je crée des patines comme ça. Mais ce qui est à la mode, c'est les patines d'origine. C'est la beauté vraiment de l'authentique d'origine. Alors, on me demande comment faire des patines à l'ancienne, donc je les explique. Mais le meuble patiné de A à Z, non, ça c'est pas. Ouais. Et après t'avoir écouté, il y a peut-être des auditeurs qui vont se dire bon, ça me donne envie de réparer, rénover ce meuble. Peindre un meuble, c'est compliqué. Ouais. Comment on s'y prend? Alors, non, c'est pas compliqué. Je pense que ce qui est hyper important, c'est que quand on veut peindre un meuble, il faut faire tout le travail que personne n'a envie de faire, c'est ça. C'est vraiment de le poncer, de mettre le bois à nu et de venir peindre sur un bois propre et utiliser des peintures de bonne qualité pour avoir un résultat qui va durer dans le temps. Mais non, c'est pas compliqué. Oui. Toi, depuis tout à l'heure, on parle de rénovation, de l'importance de la seconde main. Est-ce que tu as plus de demandes? Tu sens qu'il y a cet engouement qui est fort? Est-ce que tu as plus de concurrence, par exemple? Est-ce que c'est un métier qui se développe? Oui. C'est un métier qui s'est énormément développé au fil des dernières 10-15 années. Moi, quand j'ai commencé avec Fanny, qui est là, on était deux et on a lancé ce concept parce que justement, on voyait qu'il y avait personne qui intégrait vraiment la brocante dans la décoration et qui rénovait. On était vraiment parmi les premières à faire ça. Et au fur et à mesure du temps, avec les réseaux sociaux, ça a ouvert en fait un potentiel de métier. Et il y a énormément de personnes qui se sont intéressées à ça pour le faire professionnellement, mais qui se sont aussi intéressées à la brocante pour la déco. Et donc il y a eu un engouement là depuis une quinzaine d'années, une très 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 forte demande. Alors maintenant on est dans une période un peu de bascule parce qu'il y a tellement de propositions, les greniers qui se vident, cette professionnalisation du métier. Il y a des marques comme De Bon Goût qui sont devenues des marques qui vendent de la brocante. Donc c'est un métier qui s'est vraiment professionnalisé. Donc j'ai une concurrence énorme qui n'existait pas au départ. Une demande qui reste quand même assez forte. Et
voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que je pense du fait qu'il y ait autant de concurrence? Ouais. Moi, je suis ravie de voir que la brocante et la valorisation des choses anciennes plaisent autant, et que ce que moi je ressens, c'est que enfin, je suis toujours beaucoup plus attirée par des choses anciennes, et je trouve qu'en général, quand quelqu'un va s'acheter un meuble ancien, il va avoir beaucoup plus de mal à s'en détacher, s'en défaire, que s'il a acheté un meuble dans une enseigne qui a fabriqué ça à l'autre bout du monde. Au bout de 3-4 ans, elle va s'en lasser, tout ça. Je trouve que il y a certaines choses qui ne se démodent pas, parce qu'il y a ce côté assez intemporel qui reste, quoi. Oui, et là, l'engagement dont on parlait au début aussi, les gens sont plus sensibles à ça. Complètement. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Et puis, on voit chez les jeunes, ils achètent des vêtements seconde main. Enfin, c'est vraiment devenu... c'est rentré dans les mœurs, quoi. On essaye de plus en plus d'avoir recours à ça. Donc, ça, c'est super. Et est-ce que toi, tu peux acheter des meubles sur ces plateformes-là que tu vas retravailler? Non. Sur les plateformes, sur Celency, etc., Le Bon Coin. Est-ce que toi-même, tu vois Non, ouais. Alors, je le fais pas beaucoup, parce que moi, je fais partie d'un réseau de pros. Donc, parce que sur ces plateformes, en fait, comme ils prennent des marges, c'est plus cher, en fait. Donc, moi, je vais directement à la source, parce que je fais partie d'un réseau de brocanteurs où ils nous revendent normalement à des prix professionnels, mais bon, les prix ne font que augmenter. C'est l'offre et la demande qui se tend, en fait. Ouais. Toi, tu fais aussi des masterclass pour transmettre tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Alors, j'ai créé une masterclass, en fait. C'est une formation en ligne qu'on achète en une fois, et qui est composée de 35 vidéos très didactiques, où j'explique vraiment en détail. En fait, l'idée, c'était de répondre à toutes les questions qu'on me pose sur les réseaux sociaux, où je passais des heures et des heures à répondre toujours un peu les mêmes questions. Donc, je passe en revue un peu tout de mon métier. Donc, quels outils, quels produits acheter, comment on ponce, comment on décape, comment on détache, certaines en fonction des différentes tâches. Il y a des cas pratiques, donc, qui expliquent de A à Z comment on rénove une armoire, comment on rénove un établi. Donc voilà, l'idée, c'est de répondre à toutes ces questions. Et pour ceux qui ont envie de rénover leurs meubles, avec cette masterclass qui s'achète sur mon site, on a à peu près tout. Ton nom de compte, c'est Belette Petite. Oui. Ça vient d'où, Belette Petite? Alors, pour la petite histoire, donc, j'ai commencé il y a 17 ans avec Fanny, et on était les belettes dans le grenier. Parce qu'on s'était dit que les belettes qui vivent dans le grenier. Et puis, à un moment donné, nos chemins se sont séparés. Et moi, j'ai continué dans la rénovation de meubles. Et c'est devenu Petite Belette.com, donc mon site internet. Et quelques années après, il y a eu Instagram. Et donc, je me suis mise sur Instagram. Mais il y avait déjà quelqu'un qui avait Petite Belette. Donc, c'est devenu Belette Petite. Et tu as un podcast aussi. Tu rencontres qui? Tu parles de quoi? Alors, de rénovation, j'imagine. Voilà, exactement. Donc, l'idée du podcast est arrivée au moment où j'ai commencé à écrire le livre, et où j'avais envie d'aller vraiment à la rencontre de beaucoup de personnes que je suis sur Instagram, que je connais et dont j'admire le travail. Et donc, l'idée, c'était d'aller les rencontrer. Donc, c'est que des personnes qui valorisent l'ancien. Et donc, je leur donne la parole pour qu'ils me racontent ce qu'ils ont fait dans leur maison, comment ils font pour valoriser l'existant, quoi. Donc, c'est ça le podcast. Ça s'appelle Old is the New Gold. Old is the New Gold. Tu penses à quoi quand tu travailles? Tu travailles dans quelles conditions? Alors, je travaille seule dans mon atelier. Moi, j'ai une façon de fonctionner. Je suis en arborescence dans mon esprit. Donc, en général, quand je travaille, je pense à 20 trucs en parallèle. Et comme c'est ma petite entreprise, j'ai 15 casquettes différentes. Quand je suis en train de travailler mes meubles, je suis en train de penser à l'email que je dois envoyer, à la photo que je vais faire ensuite,
à poser mon téléphone pour faire une vidéo. Donc, je pense à 1000 choses en rapport avec mon travail. Et puis, quand parfois je peux un peu me poser, j'écoute des podcasts. Et est-ce que tu disais tu travailles seule, mais est-ce que tu te sens pas trop seule? Non, c'est un choix. J'ai une façon de travailler très intense, et donc non, ça me convient. En fait, je me fais aider parfois. J'ai un mari absolument adorable qui m'aide genre physiquement, parce que quand même c'est un métier physique. Et j'ai toujours eu à cœur de travailler seule dans ce domaine-là, parce que ça me permet de changer, d'être très flexible, de décider si j'ai une idée, je vais poursuivre cette idée sans avoir à me réfréner, ou voilà. Et tu disais que tu es brocanteur, tu te sens artisane ouais, aussi? Je me sens beaucoup plus artisane que broc, parce que les brocs sont plutôt des passeurs d'objets. En fait, ils achètent et ils revendent, mais il n'y a pas de transformation. Et moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est vraiment le côté manuel, c'est la transformation, en fait. Et qu'est-ce qui te plaît dans le travail manuel, justement? C'est la satisfaction, en fait, de voir quelque chose soit d'inexistant qui devient existant, soit quelque chose de moche qui devient joli. C'est ce processus-là, moi, qui m'apporte du plaisir, ouais. Et ça a du sens, en fait. Parce que, c'est plutôt que de jeter quelque chose, je lui redonne une vie, quoi. Alors, c'était pas ton métier avant? Non. À quel moment tu t'es dit, je vais en faire mon métier? Alors, j'ai eu un parcours classique. Ouais. J'ai fait des études de commerce. J'ai travaillé à Londres dans une boîte de pub. J'étais chez Publicis à Londres. Et quand on est revenu en France, on avait très envie d'acheter une maison, de la rénover. Donc déjà, moi, j'avais très envie de me mettre la main à la pâte. J'avais créé une entreprise qui n'avait rien à voir avec la décoration en Angleterre, et donc ça a été un peu, je l'ai vécu un peu comme un échec, voilà. Donc je me suis lancée dans ce nouveau projet, et j'avais vraiment besoin de travailler manuellement pour passer outre ce trauma et pour faire ce deuil. Une entreprise pas du tout dans le domaine de la rénovation. Non, pas du tout. C'était dans la maternité, les vêtements de maternité. Voilà, ça a été une expérience très intéressante, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être un peu long. et donc, j'ai eu besoin d'un métier manuel. J'avais plus envie de travailler en entreprise. J'avais envie de travailler de chez moi. J'avais des enfants en bas âge. Et le métier est apparu en rénovant notre maison. Il y avait quelques personnes qui commençaient à faire ça, donc j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et voilà, donc ça s'est fait de façon sans être très calculée, en fait. Et à quel moment tu t'es dit, je vais pouvoir en vivre? On était à une époque où ça n'existait pas, donc tout était un peu à créer, et ça a pris assez vite, en fait. Au début, c'était les blogs. Donc, on avait un blog. Après, il y a eu Facebook, et puis petit à petit, on s'est dit... après, il y a eu Instagram, et j'ai trouvé tout de suite, je me suis dit qu'Instagram, c'était intéressant parce que c'était des images. Alors, c'était pas du tout comme Instagram maintenant, on se montre soi-même. C'était vraiment des belles images d'intérieur. Et donc là, je me suis dit, ouais, il y a un potentiel. Et c'est vrai qu'en me mettant sur Instagram, là, ça a vraiment... ça s'est ouais, tu es très connectée. Quel est ton rapport à Instagram, au réseau? Alors là, je suis connectée professionnellement, parce que sinon, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai trouvé... j'adore Instagram. Professionnellement, ça m'a tout ouvert. Ça m'a permis de ne pas avoir une boutique. Enfin, j'aurais pas pu faire ce métier, créer et en même temps avoir une boutique. Enfin, ça aurait été complètement différent. Et je trouvais ça super de pouvoir donc travailler de chez moi, mais surtout intégrer les meubles chez moi, et que chez moi soit un peu ma vitrine.
Donc mon rapport à Instagram, il est inexistant de façon naturelle, mais en même temps, je ne pourrais pas vivre sans Instagram professionnellement. Oui. Ça m'a permis de créer ce métier. Ça t'a propulsé? Oui. C'est une vitrine? C'est une vitrine, ça m'a propulsée, comme tu dis, parce que j'ai une grosse communauté. Alors, je pense que c'est parce que j'ai commencé aussitôt, donc j'étais parmi les premières sur Instagram, donc forcément... voilà, et bon, les choses ont beaucoup évolué, hein. Instagram, ça a beaucoup changé, ça demande beaucoup de travail, hein. Moi, je pense que j'y passe peut-être 20-25% de mon temps à imaginer, à filmer, à monter, à mettre... Enfin voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, ça permet d'avoir un métier... et comme beaucoup maintenant, quoi. Ton atelier, il est juste à côté, il est dans ta maison? Il est dans mon jardin. Donc tu travailles non-stop? Ouais. Est-ce que tu travailles le week-end, le soir? Tu déconnectes? Non, plus maintenant. Plus maintenant parce que je me suis restreinte, mais je pourrais. Et j'ai eu des périodes où je pouvais travailler 7 jours sur 7 quand il faut chiner, parce qu'on chine le matin, très tôt. Le dimanche matin, je recevais mes clients le samedi matin. Donc oui, ça peut. Mais c'est un choix, j'adore. Oui. Et ta maison, si on va parler un petit peu de chez toi, Ouais. la rénovation est terminée, ou quand on aime bien rénover, on trouve toujours quand même quelque chose à rénover? C'est infini, parce que quand tu as fini quelque chose, il y a toujours des nouvelles idées. Là, je viens de refaire la chambre de mon fils, d'un de mes fils, parce que je voulais tester une nouvelle chaux. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Mais moi, j'adore. Et de quelle pièce tu es la plus fière? Fière. Ouais. Ce que tu as fait chez toi, est-ce qu'il t'a demandé un investissement? Oui, alors je pense on a adoré rénover notre maison, et d'ailleurs ça continue toujours. Je pense que notre pièce principale, qui était en fait un ancien, je ne sais pas ceux qui connaissent chez moi, parce qu'on le voit beaucoup sur Instagram, c'est un grand salon avec, c'était un ancien hangar qu'on a transformé en salon. Et on a créé une très, très, très grande verrière qui fait 40 mètres carrés, donc 4 mètres de haut sur 10 mètres. Et cette pièce, elle est vraiment très agréable. On a gardé le mur en pierre, hein, donc qui est l'ancien mur d'enceinte du château du village, et qui est resté totalement brute. Et donc cette pièce, elle est à la fois très grande, très lumineuse, mais elle a une atmosphère très agréable. Et donc ça, c'est un peu la pièce, c'est la pièce qu'on aime particulièrement. Je ne sais pas si je suis fière, mais je l'aime particulièrement. Et chez toi, donc c'est de l'ancien. L'ancien, ça donne un style cosy où il faut quand même se créer une déco cosy autour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors oui, tu as raison. Ça peut paraître assez froid si on n'apporte pas quand même des choses qu'on a maintenant plus qu'il y avait à l'époque. Par exemple, on a beaucoup plus des murs blancs, on a des parquets, alors que souvent c'était des dallages qui pouvaient être assez froids. Je pense que le côté chaleureux, moi, je le recherche toujours en créant une harmonie, en fait. En utilisant ce qui existe, mais en venant apporter des matériaux en plus ou une décoration, mais qui soit harmonieuse. Donc, pour apporter de la chaleur dans une pièce, on va venir mettre un grand canapé. C'est pas quelque chose qu'il y avait avant, mais on va apporter des choses qui vont apporter un côté assez chaleureux. Et cette histoire de table de ferme dont on parlait, je pense que le fait de mettre des grandes tables dans des cuisines ouvertes, par exemple, ou dans un salon, ça apporte un côté très chaleureux, très convivial, qui invite à dîner, à recevoir. Voilà. Et est-ce qu'on doit mélanger les styles, ou justement rester dans ce style un peu
ancien, vintage? Alors ça, c'est une question difficile parce qu'il n'y a pas de règles. Moi, personnellement, je suis touchée par ce qui a vécu, par ce qui est fait par la main de l'homme. Donc, moi, j'ai tendance à ne pas rajouter des pièces neuves, à part des pièces qui ont été fabriquées. Mais voilà, je ne suis pas du tout... tout le monde fait comme il sent. Et il y a des choses qui fonctionnent très, très joliment, avec des pièces beaucoup plus modernes, avec de la couleur. Est-ce que tu achètes des meubles et objets déco neufs? Non. Ou pas du tout? Non, c'est très rare en fait. Ça m'attire pas du tout autant que les choses qui ont du vécu en fait. Ouais. Toi, ton style déco, comment tu définirais? Moi, je le décris comme chaleureux et harmonieux, tu vois. Je suis toujours un peu dans cette recherche-là. Mais tout le monde est dans cette recherche. Alors, comment on fait pour avoir harmonieux? Ouais. Qu'est-ce qui fait que chez moi, c'est harmonieux? C'est les matériaux qui sont souvent très bruts, il n'y a pas de choses nickel, brillantes. Mais c'est pas que j'aime pas. C'est juste, c'est ça qui m'attire dans ma décoration, quoi. Oui. Alors, dernière question un peu culte, on est autour de notre très belle table de ferme. Ah oui. Si tu devais faire un dîner avec 6 personnalités, qu'elles soient connues ou pas, en vie ou pas, qui seraient tes invités? Oh là là, c'est hyper dur. Parce que déjà, je pense que j'essayais d'imaginer ça. Je me disais, mais moi, si j'étais devant ces personnes-là, je ne saurais pas quoi leur dire. Je serais hyper gênée. Je les interviewerais peut-être sur un podcast, mais les invités, c'est autre chose. Mais bon, je me suis prêtée au jeu. Et je pense que une personne que j'admire énormément, c'est Charlotte Perriand, qui pour moi a un peu... c'est à partir d'elle que la décoration qui nous touche a existé. C'était une femme incroyable toute sa vie. Et donc, j'aurais beaucoup aimé la rencontrer. Dans la décoration brutaliste que j'aime beaucoup, il y a l'architecte Tadao Ando, japonais, que j'aime énormément. Et il y a une actrice que j'adore, qui est Jane Fonda, et que j'ai toujours admirée pour son côté très drôle, mais aussi très engagé et féministe. Et on en est à combien là? J'en suis à 4 avec toi. Et il y a 2 femmes en ce moment auxquelles je pense énormément. C'est Kamala Harris et cette femme incroyable iranienne dont j'ai oublié le nom, Ao, qui a posé, qui s'est déshabillée hier et qui porte la parole des femmes et qui m'a énormément touchée. Et je pense à elle, voilà. Ouais. C'est beau. Merci beaucoup, Alexandra, pour tout ce que tu partages avec nous. Merci à toi. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Le Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.